Vous regardez Niwod Info, bonsoir et merci de votre fidélité à votre émission Niwod Soir. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Dans le décryptage du jour, il va s'agir du Soudan où plus de 3 mois après le début de la guerre, des représentants de l'armée soudanaise se retrouvent à Jeddah en Arabie Saoudite pour reprendre les négociations avec les paramilitaires. Une guerre qui a fait au moins 3000 morts selon l'ONG ACLED spécialisée dans la collecte d'informations dans les zones de conflit. Un nouveau round de pourparlers cette fois. Quel est l'enjeu? L'enjeu ici, c'est de voir dans quelle mesure trouver une solution à un conflit qui est en train de durer. Puisqu'il y a eu plusieurs pourparlers qui n'avaient jamais abouti à des résultats. Les Saoudiens, les Américains, avec un peu l'ONU derrière, ont été les premiers à être en mesure d'avoir un cessez-le-feu qui a été respecté pendant 24 heures. Et ça a été véritablement une bouffée d'oxygène pour les populations soudanaises. Certaines en ont profité pour quitter les zones de combat, d'autres en ont profité pour se ravitailler, etc. Mais il est clair que ça ne suffit pas. 24 heures sur pratiquement 4 mois de guerre, ben, les populations ne peuvent pas s'en sortir. L'autre élément, c'est que même ces médiateurs américains et saoudiens avaient commencé à en avoir un peu ras-le-bol parce que avant d'avoir ce cessez-le-feu réel une fois, il y a eu plusieurs cessez-le-feu qui n'ont pas été respectés. Et après cet essai qui a été intéressant, qui devrait permettre de passer non plus à une négociation de cessez-le-feu, mais à faire en sorte que le cessez-le-feu devienne durable et qu'il y ait des négociations maintenant pour la résolution de la crise, les autres cessez-le-feu qui ont été signés plutôt, à nouveau n'ont pas été respectés. Les Américains avaient d'ailleurs tapé du poing sur la table en disant qu'ils ne comprennent pas comment on peut recevoir des responsables qui viennent, qui signent un cessez-le-feu et qui après ne le respectent pas, alors que les organismes des Nations Unies spécialisés pour les réfugiés et autres sont déjà à la frontière, qui attendent qu'il y ait un tant soit peu d'accalmie pour pouvoir ravitailler le pays, pour pouvoir venir au secours des populations qui ont toutes sortes de difficultés actuellement, y compris parfois pour avoir simplement de l'eau potable pour boire. Plusieurs cessez-le-feu conclus sous l'égide des Américains et des Saoudiens n'ont jamais été respectés. Mais est-ce qu'à chaque fois on connaissait les causes? On ne peut pas parler de cause, parce que d'habitude, quand on parle de cause, on dit qu'il y a un cessez-le-feu de 48 heures, disons. On voit que les premières heures, le cessez-le-feu est respecté. Ensuite, on verra qui tire le premier. Mais ce qui s'est souvent passé, c'est que le cessez-le-feu n'a même pas commencé pour qu'on parle de respecter qui a rompu, qui n'a pas rompu, à part ce cas dont je parle, où exceptionnellement, ils avaient accepté de respecter le cessez-le-feu. Mais malheureusement, dès la fin du délai du cessez-le-feu, les gens ont considéré que leurs engagements étaient terminés et la guerre a tout simplement repris. Il faut dire également qu'il n'y a pas encore, à mon avis, suffisamment de mesures coercitives par rapport à ces généraux, puisque quand la négociation devient difficile, c'est ce qui se fait. On met sur la balance également des sanctions par rapport à ceux qui ne veulent pas aller dans le sens de la négociation. Et je crois que ça fait partie de ce qui manque actuellement au niveau du Soudan pour obliger les deux généraux à aller dans le sens de la négociation et d'arrêter cette guerre qui ne fait pas du tout l'affaire du Soudan. L'armée avait boycotté des pourparlers de paix à Addis Abeba en Éthiopie organisés par le bloc régional de l'Afrique de l'Est, IGAD. Le ministère saoudien des Affaires étrangères avait accusé, le ministère soudanais avait accusé le Kenya qui présidait l'IGAD de soutenir les FSR. Qu'est-ce qui explique cette situation? Je n'ai pas l'explication, je n'ai pas d'éléments me permettant de confirmer ce que le ministre soudanais des Affaires étrangères a dit en accusant le Kenya de prendre parti pour les forces de soutien rapide. Mais ce que l'on sait, c'est que l'Arabie Saoudite soutient Hamdan, pas Hamdan, plutôt le général Abdel Fattah. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, le soutien était là bien avant la guerre. Les Américains également le préfèrent. Pourtant, ils sont allés signer un accord où c'était les Saoudiens et les Américains qui étaient les médiateurs. Pourquoi ne pas accepter un accord où éventuellement, parce que je n'en ai pas la preuve, ce que je dis sur les Saoudiens, ce que je dis sur les États-Unis, c'est clair, c'est connu. Si le Kenya est un peu pour les forces de soutien rapide avec Hamdan Daglo, ça ne doit pas être une raison. Parce que je me dis que le fondamental aujourd'hui, après 4 mois plutôt de guerre, c'est de trouver une solution pour ces 40 millions de Soudanais qui ne savent plus où mettre de la tête à cause des égos vraiment démesurés de deux généraux
qui veulent chacun avoir la part du lion dans un pays qui était en situation d'organisation, dans une transition qui malheureusement était une transition particulièrement longue, puisqu'il était prévu pour pratiquement 3 années et demie. Les forces de soutien rapide n'ont fait aucun commentaire suite à l'annonce de cette nouvelle rencontre à Jeddah. C'est le signe d'un boycott? Pas nécessairement. Ils n'ont rien dit pour le moment, mais je me dis qu'ils vont certainement aller à la négociation, puisque quand la communauté internationale, puisque c'est de ça qu'il s'agit, appelle à une négociation, la partie qui ne vient pas est la partie qui va être dénoncée. Généralement, il est préférable de venir refuser, faire des blocages pour qu'il n'y ait pas d'accord, que de rester en disant que je ne viens pas, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas pour la paix. Et bon, de façon générale, vous inclinez les autres vers celui qui est venu, parce qu'on va considérer que c'est lui qui accepte de négocier pour la paix et que c'est l'autre qui est celui qui est plutôt belliqueux, qui ne veut pas entendre de solution par la négociation. Donc, ils n'ont pas encore réagi, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils partent eux également à Jeddah pour qu'il y ait encore un nouvel round de négociations. L'essentiel des affrontements ont lieu dans la capitale Khartoum et à Darfour-Ouest, où vit un quart des 48 millions de Soudanais, où les combats ont pris une dimension ethnique même selon l'ONU. Et les ONG dénoncent l'accès difficile pour faire acheminer l'aide humanitaire. Quelle est la situation actuelle? Mais la situation est dramatique. Vous avez parlé tout à l'heure de 3000 morts. C'est déjà un problème. D'un point de vue santé, une bonne partie des hôpitaux ont été bombardés parce que les militaires, d'un côté comme de l'autre, ont fait quelque chose de très mauvais. Pour cacher leur quartier général, ils sont venus s'installer dans des hôpitaux. Donc quand on dit on a bombardé des hôpitaux, c'est vrai que l'hôpital a été bombardé, mais c'est parce que les militaires ont voulu utiliser l'hôpital comme étant une sorte de quartier général par rapport à la guerre. Et la conséquence, c'est qu'une bonne partie des hôpitaux ont été bombardés. La question de la santé est devenue un sérieux problème au Soudan aujourd'hui, sans compter que sans ravitaillement, on ne peut pas amener des médicaments, sans possibilité de se déplacer avec de la sécurité. Qui va soigner les gens s'ils partent à l'hôpital et comment même le malade peut accéder à l'hôpital? Donc, en situation de guerre où les gens sont blessés par des éclats et autres, soigner les gens devient un sérieux problème. L'autre problème qui est là, vous avez une bonne partie des Soudanais qui étaient au niveau de Khartoum, la capitale, qui ont fui. On les estime à peu près à 1,7 million de population. Certains sont des déplacés internes, ils sont restés à l'intérieur du pays, mais à côté d'eux, il y a encore plus d'1 million pratiquement de personnes qui ont traversé les frontières, puisque le Soudan a quand même 7 pays frontaliers. D'ailleurs même, ces pays où ils vont, qui les avaient accueillis au départ, commencent à crier en demandant aux Nations Unies de venir à leur secours. Puisque le Tchad disait la semaine passée qu'en une semaine, ils ont reçu 150 000 personnes. Vous imaginez ce que ça représente comme personnes à loger, à nourrir, etc. Ils se sont réunis pour demander que la communauté internationale regarde aussi de leur côté. Il y a cette question qui est un peu le rôle des Nations Unies, les déplacés internes, parce que ceux qui ont traversé les frontières, le HCR accède à eux facilement puisqu'ils sont dans un autre pays. Mais les Tchadiens, les Soudanais qui sont réfugiés à l'intérieur de leur propre pays, si la zone n'est pas une zone de sécurité, ils ont du mal à accéder à ces gens-là. Lors de la trêve dont on a parlé tout à l'heure de 24 heures, quand ils ont voulu en profiter pour remettre en place le système de ravitaillement, mais les militaires, comme les forces de soutien rapide, qui eux aussi avaient besoin de ravitaillement, ont détourné ce qui était destiné aux populations, ce que les Nations Unies ont dénoncé. Et actuellement, vous avez des choses qui sont disponibles pour les populations soudanaises, mais qui restent à la frontière en attendant qu'on puisse avoir des couloirs humanitaires, mais qu'on puisse avoir également une garantie que quand ils vont faire rentrer ce qu'ils ont amené pour les populations, ce ne sont pas les militaires qui vont prendre cela pour en faire leur propre ravitaillement, pour avoir de quoi continuer la guerre, parce que les Nations Unies ne viennent pas pour les militaires, ils viennent plutôt pour les populations civiles. Justement, Mamadou Diouf, est-ce qu'il y a eu des avancées concrètes suite à l'appel des 7 pays voisins du Soudan à l'aide? Il n'y a pas eu d'avancée concrète puisque aujourd'hui, il y a un pays qui est, j'allais dire, le pays choisi par la communauté internationale, qui est l'Ukraine. D'habitude, quand les Nations Unies ont besoin d'aide, on dit on a fait l'évaluation des populations déplacées à partir du Soudan qui se trouve au Tchad, en Égypte, en Centrafrique, etc. On a besoin de ceci, de cela. On estime qu'il nous faut par exemple 4 milliards de dollars. Ces 4 milliards de dollars ne sont pas disponibles aux Nations Unies. On demande aux pays
de s'engager pour participer à la mise en place de cette cagnotte de 4 milliards. Mais quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, les plus gros donateurs ont leur regard tourné vers l'Ukraine. Donc l'Afrique est complètement oubliée en ce qui concerne ces questions, alors qu'il y a des questions de sécurité alimentaire, il y a plein de problèmes qui sont là, qui avaient été posés même, qui avaient été prévus, puisqu'on voit ces problèmes-là venir avant la guerre en Ukraine. Vous estimez que le Soudan est en quelque sorte délaissé? Mais délaissé, bien sûr. Complètement délaissé. Mais regardez tout ce qui est fait actuellement par rapport à l'Ukraine, par rapport à ce qui est fait pour le Soudan. Mais la communauté internationale devrait pouvoir faire autant au niveau de l'Ukraine pour des populations qui sont déplacées, qui sont dans des situations difficiles, que pour des populations soudanaises. Pas elles seulement. Vous avez des populations déplacées en RDC, vous en avez au Burkina, vous en avez au Mali, vous en avez au Niger. Pourquoi on s'intéresse tant aux populations ukrainiennes sans pour autant s'intéresser à ces populations, alors que l'Ukraine est membre des Nations Unies, comme tous ces autres pays que j'ai cités sont membres des Nations Unies. Et quelles sont les attentes des Soudanais suite pour parler de Jeddah? Mais elles sont nombreuses. La première attente, c'est un cessez-le-feu. Parce que imaginez des gens qui vivent sous la guerre pendant 4 mois, mais toutes les activités sont bloquées actuellement dans ce pays. Et les populations qui n'ont pas quitté la capitale, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas partis, puisque certains qui sont partis ont vu que les militaires ou bien les forces de soutien rapide sont venus occuper leurs maisons. Les maisons ont été bombardées. Donc vous avez des gens qui sont bloqués au niveau de la capitale, qui craignent de partir et de venir retrouver leurs biens détruits à cause de la guerre. Ces gens-là ont besoin au moins d'abord d'un cessez-le-feu pour pouvoir se ravitailler, aller éventuellement à l'hôpital s'il y en a encore où ils peuvent se soigner pour pouvoir obtenir des soins, etc. Ça, c'est une attente. Mais l'attente la plus importante pour les Soudanais aujourd'hui, après 4 mois, c'est qu'on puisse trouver une piste permettant d'avoir une négociation qui arrête non pas la guerre sous la forme d'un cessez-le-feu, mais qu'on mette fin à la guerre. Mais il y aura la troisième attente qui était là, qui n'avait pas abouti et la guerre est arrivée. Il y a une transition qui avait été dirigée dans un premier temps par les militaires, qui devait être dirigée dans un second temps par les civils. Mais je me demande, il faut qu'on revienne sur cette affaire. Et là, malheureusement, les conditions ont tellement changé que très certainement, il va falloir négocier encore pour savoir comment mener cette transition qui va ramener le Soudan à une situation Et justement, normale. est-ce que la vie politique s'est retrouvée bloquée au Soudan depuis la chute d'Omar el-Béchir? Mais bien sûr, la vie politique est complètement bloquée actuellement. On ne peut plus parler de vie politique, c'est plutôt le sauve qui peut. On n'entend pas les partis politiques. Vous voyez chaque Soudanais essayer de trouver la solution pour sa personne, pour sa famille, en termes de protection, en termes de ravitaillement, etc. Mais on ne parle plus de vie politique. C'est pourquoi je dis il y a cette grosse attente qui était là avant la guerre, que la transition continue pour aboutir à ce Soudan du renouveau qui avait été théorisé auparavant. Mais cette grosse attente aujourd'hui, il y a beaucoup de points d'interrogation. Est-ce qu'après la guerre, on sera dans cette même perspective? Les militaires ont déjà dirigé, il faut que les civils prennent le pouvoir, parce que quand on voit la façon dont les deux généraux se battent, chacun d'entre eux semble vouloir continuer à diriger le Soudan. Des experts estiment que les deux généraux rivaux ont opté pour une guerre d'usure, espérant obtenir une victoire militaire plutôt que pour des négociations. C'est une analyse que vous partagez, Mamadou Diouf? Oui, mais l'analyse est fondée, puisque en fait, c'est assez curieux. Tout un pays est bloqué. 48 millions de personnes sont mises dans des conditions extrêmement difficiles parce que vous avez deux généraux qui ne veulent plus être l'un sous l'autre. Chacun veut diriger. Puisqu'en fait, fondamentalement, c'est ça la cause de cette guerre-là. Puisque, comme je l'ai dit tantôt, on est dans la seconde phase de la transition. Les militaires devaient retourner dans les casernes. En principe, même au départ, ils devaient accompagner les civils. Mais puisque à un certain moment, ils ont chassé les civils de la transition, les civils ont dit qu'ils ne vont plus faire la seconde transition avec les militaires. Mais les civils avaient dit que le Soudan ne peut pas avoir deux armées. C'est-à-dire l'armée régulière, d'un côté, les forces de soutien rapide de l'autre. Il fallait une seule armée. Mais dans une armée, il y a un seul général, il y a un seul qui va être au devant et l'autre va suivre. Et c'est en ce moment que les conflits ont commencé entre les... En fait, il y avait déjà des problèmes entre les deux, mais c'est là qui a amené cette guerre à laquelle nous assistons aujourd'hui. Et beaucoup d'experts avaient dit dès le départ, on est plus dans une logique d'élimination, c'est-à-dire chacun essaye de casser l'autre pour rester seul, que dans une logique de partage.
Et quand on est dans une logique d'élimination, mais tant qu'on n'a pas éliminé l'autre, on ne peut pas parler de discussion. Pour terminer, Mamadou Diouf, dans quelles conditions peut-on espérer une accalmie après cette rencontre de Jeddah? Ben, quelles conditions, ça va être difficile à dire parce que s'il n'y avait pas suffisamment de moyens d'un côté ou de l'autre, on aurait pu dire que le premier qui va avoir des difficultés va chercher à négocier. Mais des deux côtés, ils ont des moyens. Ils ont des hommes, ils ont des armes, ils ont de l'argent. Parce que malheureusement, face à une situation de démonstration de force. Oui, c'est une situation de démonstration de force. Puisqu'en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui continue de se passer. Chacun montre qu'il a encore de la capacité d'un point de vue militaire, mais il a encore des ressources sur le plan financier parce que la guerre coûte de l'argent. Ben, les gens espéraient que peut-être à la longue, ça va pouvoir avoir un impact, mais pour le moment, ça ne semble pas avoir d'impact puisque immédiatement après les cessez-le-feu, la guerre reprend de plus belle. Vous estimez que les conditions sont réunies à Jeddah pour obtenir des avancées? Je me dis que la solution, c'est d'aller directement vers une pression et éventuellement des sanctions par rapport aux deux généraux. Les menacer, par exemple, comme ça se fait avec les organisations, que vous ne ferez plus partie du futur du Soudan si vous n'arrêtez pas la guerre, puisqu'ils font la guerre pour ça. Les menacer également de crimes de guerre, demander à la CPI de commencer des enquêtes. Souvent, ça amène les gens à se poser des questions parce qu'après le Soudan, ils n'auront pas un pays où ils vont pouvoir se cacher, puisque la CPI va pouvoir aller les trouver partout où ils se trouvent. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une pause pour la suite avec le plateau de l'invité.